Chers amis, cette matinale continue. Je suis très heureux de l'animer ce vendredi Nicolas matin Vidal. pour cette rentrée. Et ce matin, on va parler de massacre social, de bain de sang social, vous le savez. Et pour en parler, j'appelle toujours Alexandra Dupuis, maître Alexandra Dupuis, avocate au barreau de La Rochelle, spécialisée en droit du travail. Alexandra, comment vas-tu ce matin, ce vendredi matin? Bah, moi, ça va, hein, Ouais. la chance par rapport à d'autres personnes en ce moment. Ouais. Voilà. On va en parler ce matin parce que personne n'en parle. Alors, si on a des petits bandeaux sur les chaînes Oui. info depuis cette semaine, en fait, ce matin, avec Alexandra, on va parler de Milly, cette grosse boîte de publipostage, hein, c'est ça, la publicité. Et là, on a des chiffres entre 5 000 et 10 000 salariés qui vont être mis sur le carreau, notamment sur une liquidation judiciaire. Toi, tu t'occupes de ce dossier-là et on a envie de savoir parce que là, on parle quand même de 10 000 personnes dans ce pays qui vont se retrouver à la rue et avec des conditions de travail qui étaient quand même pas forcément optimum. Tu nous donnes un peu le cadre, Alexandra, ce matin de Milly, ex-Adrexo hein, notamment, publicité. Voilà. Alors, le cadre, c'est que. Alors, moi, je ne m'occupe pas de tout le monde, hein, mais Ouais. j'ai effectivement quelques personnes qui me font confiance pour les aider Ouais. dans ce calvaire, on va l'appeler comme ça. Ouais. Si tu veux, ça fait plusieurs mois que Milly a perdu le marché de la distribution de publicité, qui était quand même l'essence de ce qu'était Milly. Hein, voilà. Donc, le problème, évidemment, c'est que qui dit perte de marché dit social. On l'avait vu, on en avait parlé avec le problème de Scopelex, CRC, Orange et compagnie. On est un peu dans les mêmes sphères sociales, en tout cas. Après, économiquement, comment est-ce qu'on perd le marché, pourquoi, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui, moi, ne me regarde pas. Ce que je regarde, moi, c'est les conséquences sociales. Et ce que je regarde, c'est comment se comporte la société quand on en est là. Comme je dis toujours, tu as le droit d'avoir des problèmes d'argent, tu as le droit d'avoir des problèmes de trésorerie, que tu sois TPE, PME ou un énorme groupe. La difficulté, c'est comment tu réagis face à ce genre de situation, comment tu gères aussi pour essayer de sauver la boîte et de sauver les emplois, et comment tu traites les gens de manière générale. Et c'est le problème, souvent, pour moi, il est là. C'est-à-dire que dans cette situation-là, il y a eu donc un plan social, il y a eu une première vague de licenciements. Le plan social, à mon sens, il y a bien des choses qu'on pourrait en dire et qu'on en dira d'ailleurs. Il y a des licenciements qui sont faits dans des conditions qui étaient pas admissibles. À mon avis, on en dira aussi. Il y a des reclassements qui auraient pu se faire à ce moment-là qui n'ont pas été faits. Il y a une façon de reclasser qui n'était pas du reclassement. Enfin bon, il y a eu plein de choses comme ça qui ont été faites en dépit du bon sens. Et puis en dépit de la loi surtout. Et puis à côté de ça, il y a la façon dont on a traité ce qu'on a gardé sur cette période entre le PSE et donc la liquidation. Et là, si tu veux, il faut quand même contextualiser, c'est des emplois précaires, très précaires. Oui. Je voudrais qu'on en parle, Alexandra, de ça, parce que ce qu'on lit. Voilà. Alors, ce qui est buesque, c'est que tu as des emplois très précaires avec des gens qui sont soit très jeunes, soit très vieux, et qui essayent de rajouter un peu à la retraite, tu vois, typiquement, pour essayer de vivre dignement, parce qu'il est bien question de ça. Hein. C'est-à-dire que dans notre pays aujourd'hui, on a des personnes qui ont entre 70 et 80 balais, et 75, tu vois, pour ceux que j'ai vus là, qui ont l'âge de mon papa, et qui vont distribuer des prospectus dans des boîtes aux lettres en marchant 7, 8, 9 heures par jour, dans des conditions qui ont été rendues plus difficiles ces dernières semaines par la société, par le groupe, et c'est là où il y a des choses qui ne vont pas, et qui ont besoin de ça dans notre pays pour être dignes, parce que les retraites ne sont pas suffisantes. On en est là quand même. Hein. Et puis, idem pour nos très jeunes, hein, nos étudiants, etc., qui ont du mal à manger, on le sait, hein, ce n'est pas un sujet qui est nouveau, ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus sur BFM que ça n'existe plus, et qui donc effectivement se trouver dans ce genre d'emploi-là. Donc on est quand même dans la précarité de notre pays, avec des contrats, je ne te dis pas, parce que moi je n'avais jamais mis le nez dedans, ça ressemble à rien, c'est-à-dire qu'on a des contrats qui sont soi-disant des contrats à durée déterminée, mais qui sont faits une fois, entre deux portes, les temps partiels, c'est ni fait ni à faire, enfin bon, c'est c'est-à-dire que quand moi j'ai entrouvert la porte du coup de cette société et j'ai vu des choses que je ne pensais pas possibles, mais en même temps, tu sais, tant que personne ne dénonce rien, c'est toujours pareil. Hein. Puis comme c'est des précaires qui ne savent pas et qui sont exploités, je vais le dire, on va me dire que je vois le mal partout, mais heureusement, je le vois parce qu'il est là.
Donc, tous ces gens-là, effectivement, aujourd'hui, sont les gens qui sont concernés par cette vague de massacre social. Et puis, en amont, soyons clairs aussi, il y a des gens qui ne sont pas dans cette précarité parce qu'il y a des cadres, il y a des agents de maîtrise, il y a tous les gens qui faisaient fonctionner aussi et qui sont tout aussi concernés. Ouais. Donc là, effectivement, ça met tout le monde à égalité. Hein. Voilà, en dehors de ceux qui sont tout en haut, qui sauveront leurs fesses, hein, comme toujours, ou presque. Mais les autres, malheureusement, ils vont y laisser leur plume et leur emploi. Donc, voilà un peu la situation de Milly. En termes de reclassement, je ne sais pas ce qu'on peut espérer. Aujourd'hui, je ne peux pas me positionner. Parce qu'effectivement, il y a un groupe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe qu'on pourra faire, etc. En termes de reprise, c'est pareil. Il était question à un moment donné de repreneur, mais à ma connaissance aujourd'hui, alors moi je ne vais pas m'avancer sur des terrains que je ne maîtrise pas. En tout cas, je ne sais rien d'une éventuelle reprise. Donc effectivement, ce qui attend ces gens-là, c'est très difficile. Donc moi, je les accompagne au mieux. Les représentants du personnel, évidemment, ne sont pas épargnés. Et ils sont nombreux avec des mandats. Eux-mêmes, ils aident les salariés comme ils peuvent, tous, hein, tous les syndicats, tout le monde s'est effectivement retroussé les manches pour aider au mieux. Et c'est vrai qu'après, une fois que le massacre est ouvert, quand on ouvre la porte de la liquidation judiciaire, c'est vrai que tu te sens assez impuissant. Donc on surveille, on aide, et puis on fera au mieux pour qu'ils soient indemnisés le mieux possible, pour que les conséquences soient le moins désastreuses possible. Mais malheureusement, voilà. Ouais, c'est compliqué parce qu'on parle là, effectivement, tu l'as dit, et c'est important. Tu parles de gens, moi aussi, chez moi, je vois ces gens-là qui bossent, par exemple, pour cette boîte ou une autre, des gens d'un certain âge qui, en plein été, passent avec des carrioles dans nos villages, dans nos rues, à la rage du soleil, qui distribuent des prospectus dans les boîtes aux lettres ou de plus en plus de boîtes aux lettres en stop pub dessus. Donc, on se rend compte dans des conditions très précaires. On a eu d'ailleurs un documentaire qui a été fait en 2015 sur Adrexo, aujourd'hui Milly, là-dessus, où on voit le recrutement, on voit les conditions de travail qui sont exposées par probablement quelqu'un du groupe, et on se rend compte qu'effectivement, c'est une précarité absolue. Et tu le dis, je finis là-dessus. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont l'âge de nos parents et qui sont obligés de faire ça pour bouffer. Il faut être très clair, juste pour bouffer. Ils font pas ça pour se faire plaisir. Là, littéralement, le choc est terrible parce que c'est une paupérisation. On en parle à chaque fois je te reçois, Alexandra, et je te remercie d'être là ce matin. C'est-à-dire qu'il y a une paupérisation terrible avec une violence sociale et brutale qui leur tombe dessus et qui les mettent véritablement dans une dénuement totale. Et ça, c'est très inquiétant. Hein. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'en plus, tu sais, c'est des fantômes, ces gens-là, dans notre société. Ouais. Là, on en parle parce que voilà, ça fait tellement de grabuge, forcément, on en parle. Mais sinon, on ne parle jamais de ces gens-là. On parle jamais de ces... Tu sais, chez France Travail, ils ne sont pas dans les stats, hein, parce qu'ils ont un choix. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc ça ne fait pas partie de ce qu'on recense comme étant la misère de notre pays. Et pourtant, ça l'est. Ça l'est. Parce qu'effectivement, c'est exactement ce que tu décris. Et puis là, donc, ils ont durci les conditions de travail. Parce qu'en fait, comme ils ont licencié des gens, là, tu vois, quand je te dis on traite des gens, de toute façon, c'est pas admissible. Donc, on a laissé les gens, alors évidemment, avec des retards de paiement colossaux sur les salaires, et ils sont à 200, 300, 500 balles, 100 balles pour certains, effectivement, tous les mois. Ils les attendent, ces sous-là. Et là, il y en a beaucoup ceux qui ne sont pas licenciés ont eu des retards de paiement qui ont été assez importants. Ceux qui ont été licenciés l'ont été, donc je dis, dans des conditions qu'on discutera plus tard. Et ceux qui sont restés, du coup, on a étendu leur zone de travail. Oui. Les gens qui travaillaient, parce que ce qui est une hypocrisie sans nom, c'est que tous les contrats de travail prévoient que tu dois avoir le permis de conduire. Sauf que la réalité, c'est que quand on a des gens d'un certain âge, des gens très jeunes, et puis des gens précaires, parce que le permis de conduire, on pourra en parler, ça coûte cher. Voilà. Ces gens-là, souvent, ils n'ont pas le permis. Donc, quand les zones étaient pas très grandes, on pouvait le faire à pied, on pouvait le faire à vélo, tu vois. Sauf que quand tu es dans la zone, tu peux, voilà, oui, mais monsieur, vous avez signé un contrat dans lequel il y avait écrit que vous aurez le permis. Oui, monsieur, mais enfin, moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je travaille chez vous sans le permis. Donc, à un moment donné, oui, mais où vous travaillez, où vous faites ce que je vous dis, où vous dégagez. Et donc, on a cherché à licencier des gens pour faute grave ou pour faute parce qu'ils n'étaient plus en mesure de faire le boulot qu'on leur demandait. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec des gens de 70 balais qui arpentaient 8 heures ou 9 heures par jour les rues. Ils leur ont fait des formations, accroche-toi bien, avec des
comment ça s'appelle, des contrôleurs de temps, des badgeuses. Des badgeuses intégrés, parce que tu sais quand même qu'ils sont payés sur une base de temps, de kilomètres et de pub. Il y a une époque où ils étaient payés qu'à la pub. Ah oui, c'était au volume, Alexandra, c'est ça? C'était au volume? Ah oui, c'est ça. Donc ça a un peu évolué, mais maintenant, c'est en fonction du temps que tu déclares avec ta badgeuse. Sauf que honnêtement, un mec qui a fait le MIT, il n'y arriverait pas. C'est hyper compliqué. Donc, les gens, encore une fois, d'un certain âge, qui se retrouvent non seulement à arpenter un secteur hyper compliqué avec un GPS intégré et une badgeuse pendant 8-9 heures dans la journée, autant te dire qu'ils n'en pouvaient plus là. Ouais. Ils n'en pouvaient plus. Évidemment, ils n'avaient pas envie et comme ils ne voulaient pas perdre leur emploi et qu'ils avaient besoin de cet argent, ils le faisaient. Ouais. Et oui. Donc, c'est là où je te dis, il y a un problème quand même. C'est-à-dire que ta boîte, elle soit dans un état cataclysmique pour des raisons économiques X. Mais que tu traites les gens comme ça, pour les pousser à la faute, pour qu'ils abandonnent. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont posé leur dème ou qui ont fait un abandon de poste parce qu'ils n'y arrivaient plus. Tu vois, tout ça, on n'en parlera pas. Ouais. Voilà, et ça, c'est pas possible. Et plus largement que Mili, donc ex-Adrexo, ce que tu dis là, Alexandra, tu me l'as déjà dit plusieurs fois, c'est-à-dire que cette capacité, alors on ne parle pas de ce groupe-là en particulier, mais on parle de grands groupes aujourd'hui qui poussent les gens dans le burn-out, je suis désolé de le dire, qui poussent les gens à la faute, qui poussent les gens à aller sur l'abandon de poste ou alors à la démission, parce que la pression est trop grande, que les salaires, faut être clair là-dessus, c'est pas mirobolant, et que la pression au travail est terrible. Finalement, on a l'impression qu'on est vraiment dans un format de stratégie à l'américaine où c'est on citronne les gens jusqu'à les faire partir. Comme ça évite de licencier et de faire du plan social. Là, typiquement, parce que effectivement, mais tu sais, l'année dernière avec Scope, ça a été pareil. C'est-à-dire d'ailleurs, tu sais que, je ne sais plus si j'ai eu l'occasion de le dire, mais donc ils ont été condamnés devant le Conseil des prud'hommes parce qu'en fait, la stratégie, ça a été de ne pas donner de travail. Oui. Parce que pendant des mois et des mois et des mois, on a laissé les gens sans boulot en leur disant soit vous travaillez là où on vous dit d'aller, vous laissez femmes et enfants, puis vous faites 500, 800, 900 bornes pour aller travailler dans des conditions qu'on décidera, pour une durée qu'on décidera. Donc, soit vous acceptez cette précarité géographique, soit vous attendez, puis on va voir ce qu'on va faire de vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Effectivement, le Conseil de prud'homme est venu dire que ce n'était pas acceptable parce que nonobstant, parce qu'il y a des clauses dans leur contrat qui permettent, ce qui est logique vu que c'est effectivement des gens qui réparent la fibre, qui permettaient de les envoyer sur des chantiers X et Y. Et la Cour de cassation l'avait dit, le Conseil de prud'homme l'a redit en disant oui, mais enfin, c'est pas fait pour que les employeurs qui veulent gérer des situations économiques X se servent de ces clauses à mauvais escient. Voilà. Et donc, effectivement, là, il y a eu sanction. Donc, il y a quand même, moi, je suis rassurée toujours de ça et c'est toujours effectivement mon message d'espoir, d'espérance. C'est qu'il y a toujours à un moment donné le juge quand même gardien des libertés. Et c'est affreux de le dire, et je ne dis pas ça parce que je suis avocat, je dis ça parce que je le vois, que souvent, la seule porte qui reste pour mettre un stop à ces massacres, c'est le juge. Et pourtant, tu vois, chez Scope, il y a eu des liquidations. Donc, ça n'a pas empêché qu'on puisse dénoncer ce qui s'était passé. Parce que le problème de la liquidation judiciaire, c'est que c'est un peu l'immunité, tu vois. Oui. C'est un peu on nettoie tout. Et puis, voilà, sous prétexte qu'il y a une liquidation, on oublie tout. Les gens s'en vont avec des procédures de licenciement accélérées. Les AGS, braves pays de cotisants, payent pour ces boîtes-là. Et puis terminé, on n'en parle plus. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des liquidations qu'il faut oublier les conditions dans lesquelles les ruptures de contrat se sont faites. Et là, j'espère que chez Mili, les gens ne se laisseront pas faire. Voilà. Bon, en tout cas, toi, tu es là, tu es avocate en droit du travail, bien entendu, tu défends ces salariés-là. Et heureusement, parce que la situation est de plus en plus compliquée, tu défends beaucoup de dossiers, Alexandra, vraiment, tu as beaucoup de dossiers très compliqués parce que ça représente souvent des centaines de personnes, des gens, comme tu dis, qui sont en précarité et surtout qui sont désarmés face à ces pratiques-là. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué. Tu l'as dit déjà, il y a des gens qui viennent, qui ont démissionné et puis après, ils se rendent compte que finalement, c'est compliqué et qui viennent te voir. Mais quand tu leur dis, la démission, c'est posé, donc c'est compliqué. Mais finalement, c'est un rouleau compresseur. On en a déjà parlé sur Toxin, mais on voit bien tout de même que là, il y a une accélération parce qu'il y a des délocalisations, parce qu'il y a des fermetures d'entreprises, parce qu'il y a des grands groupes aussi étrangers qui sont venus se mettre dans la danse et qui n'ont aucune pitié. C'est le licenciement à l'américaine, c'est le matin, ce soir, tu dégages, tu prends ton carton, la photo de ta fille, de ta femme et tu t'en vas. Finalement, on a l'impression que ça s'accélère aujourd'hui, concrètement, en France.
Ça s'accélère parce qu'on leur a donné les moyens d'eux. Hein, on en a déjà parlé, c'est toujours la même chose. Ça s'accélère parce qu'aujourd'hui, tu as des délais de prescription pour contester les licenciements abusifs qui sont rikiki, parce que les dommages et intérêts, quand tu attaques au prud'homme, ils sont rikiki. Voilà, et que toute cette rikiki mania conduit les gens à pas y aller. Donc, à partir du moment où, d'une part, les gens ne se défendent plus, et d'autre part, les entreprises peuvent, d'une manière extrêmement pragmatique, prévoir combien ça va leur coûter en cas de procédure, et que ça ne va pas leur coûter grand-chose, il n'y a plus en fait cette dissuasion. Tu sais, dans la convention de l'Organisation internationale du travail, le mot qui est important, c'est que les procédures de licenciement et l'encadrement du licenciement et l'indemnisation du licenciement doivent être dissuasifs. Oui, bah oui. Et voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, un employeur, il doit se dire, attends, avant d'y aller, il faut que je sois sûr de mon coup, parce que si je me loupe, ça va me coûter trop cher, donc je ne peux pas me permettre de me louper. Et il faut compter là-dessus pour arrêter les procédures abusives de licenciement et les massacres sociaux de manière générale. Il faut compter là-dessus, il ne faut pas compter sur l'intégrité humaine, parce que bien sûr qu'elle est là, encore une fois, heureusement qu'elle est là. Pas tout le monde n'est pas... voilà, et pas le méchant de l'histoire, mais il y a, et on le voit, et tu as raison, de plus en plus, ce rouleau compresseur capitaliste qui fait que si on n'a pas une dissuasion financière, on y va. Et on y va de plus en plus et de mieux en mieux. Et pour moi, vraiment, hein, le barème Macron, c'est le début de la fin dans ce truc-là. Et c'est l'incapacité de la Cour de cassation, on va dire les choses un peu, parce que les juges du fond, ils luttent, hein, pas tous, mais quand même ils luttent. Et notamment sur la Cour d'appel de Paris, on a quand même des décisions où on dit, bon, quand même, le barème Macron, oui, mais pas toujours. Oui, pas toujours. Alors, c'est timide, mais ça se bat un peu. Mais la Cour de cassation, de dire, moi, je valide ce truc-là. Et moi, ça passe pas. Parce que le jour où la Cour de cassation, et ça a mis un coup dans mon espérance envers le système judiciaire, a validé le barème Macron, elle a validé le rouleau compresseur. Alexandra, pour expliquer à nos téléspectateurs le barème Macron concrètement, et tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que l'entreprise, chers amis, en fait, peut provisionner ce que ça va lui coûter parce que vous avez un barème. Donc, avant, de façon préméditée, vous savez grosso modo ce que ça va vous coûter au prud'homme au pire des cas, alors qu'avant, il y avait une décision du juge à l'appréciation du préjudice qui permettait d'emplâtrer la société parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros, peut-être dizaines, mais j'exagère un peu. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc finalement, l'entreprise, elle provisionne, Alexandra. C'est ça, elle provisionne. Elle provisionne, puis elle provisionne pas cher. Et parce oui, que que si tu veux, à l'époque, pour comprendre un peu, on avait quand même, alors pas des barèmes pour le coup, mais on avait une jurisprudence. La jurisprudence, grosso modo, alors tu avais la loi qui disait à partir de 2 ans d'ancienneté, c'est 6 mois de salaire minimum. Ok, aujourd'hui, 2 ans d'ancienneté, dans une entreprise de plus de 11, hein, parce que dans une entreprise de moins de 11, on est entre 0 et 0, mais dans une entreprise de plus de 11 salariés, c'est entre 0 et 2 mois. À l'époque de 2 ans, c'était 6 mois. Déjà, ça te donne un peu le... Tu vois voilà. Ça multiplie par 3. Et de manière générale, on a à peu près divisé par 3. Voilà, c'est-à-dire qu'on faisait globalement, la jurisprudence, c'était 6 mois à partir de 2 ans d'ancienneté, et donc à l'appréciation des juges, évidemment, en fonction de la personne, en fonction de sa situation de famille, si elle avait retrouvé un emploi rapidement ou pas, quel genre d'emploi, etc., etc. Mais globalement, on était à 1 mois de salaire par année d'ancienneté complémentaire. Voilà, à peu près, entre 0,5 et 1 mois. Et aujourd'hui, tu divises par 3. Donc non seulement ils peuvent provisionner, mais en plus, ils savent que ça va leur coûter que dalle. Donc, si tu veux, c'est pour ça qu'évidemment, il n'y a plus de dissuasion. Il n'y a plus ce risque que l'entreprise ne prendra pas parce qu'elle se dit, bon, donc quelle est la seule marge de manœuvre qu'on a, nous, défenseurs de salariés? C'est effectivement d'attaquer malgré tout et d'attaquer, et puis on va être clair, nous, on est avocats. Moi, je parle pour moi, on est des professions libérales qui, à côté de ça, se font taxer la tronche plus. Des petits cabinets comme le mien qui se font taxer plus. Donc, même s'ils essayent d'avoir des honoraires raisonnables qui permettent aux gens d'accéder à l'avocat, parce qu'il y a ça aussi, il faut pouvoir accéder à un avocat pour pouvoir aller en justice. Et si à un moment donné, l'avocat, il te coûte plus que ce que tu peux espérer gagner, tout le monde n'a pas les moyens de faire des procès de principe, on va être clair. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est hyper
c'est hyper malsain, c'est hyper vicieux, parce que c'est un ensemble de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on réunit les gens. Moi, j'essaie de faire des groupes pour pouvoir baisser les honoraires, pour que du coup, ça fasse aussi du mal en termes de pression journalistique aux entreprises. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui, notre force, elle est là, elle est dans le groupe. Mais le problème du groupe, c'est que ça sous-entend que les gens puissent se réunir, ça sous-entend que les gens puissent avoir aussi eux-mêmes une espérance et une foi, ce qui n'est pas évident, parce que quand tu vois parfois comment ça se termine, tu te dis que ça ne vaut pas le coup d'y laisser un an de ta vie et un peu d'argent, alors même que tu viens de perdre ton boulot. Tu vois, ça fait que effectivement, le rouleau compresseur, il est en marche. Et puis, il y a des gens aussi, tu le disais, qui perdent espoir, qui n'ont plus envie de se battre. Quand ils ont vécu une période, comme c'est le cas pour les salariés de Milly aujourd'hui, il y en a qui n'ont plus envie de se battre concrètement. Ils ont trop souffert, ils ont été humiliés pour bien des cas, ils ont été fatigués, brisés, concassés. Après, ils n'ont plus envie de se battre aussi. Ça, c'est ce que souvent, tu le dis, ça, des gens qui ne veulent plus se battre. Oui, parce que moi, c'est vrai que je vais vers eux parce que je les accompagne, mais je ne les accompagne pas forcément vers une procédure judiciaire, je les accompagne tout court. Et puis, effectivement, après, moi, je leur dis, voilà, les données du problème sont celles-là. Vous pouvez, sur telle et telle chose, prétendre à une justice meilleure. Mais après, c'est vrai que j'en ai 1 sur 2, 1 sur 3 qui me dit, mais depuis, moi, je suis fatiguée, j'ai envie de passer à autre chose. Ça fait des mois que c'est dur, qu'on n'est pas payé, qu'on ne sait pas, ou même si on est payé, on ne sait pas combien de temps on va l'être. On a des soldes de tout compte qui ne sont toujours pas réglés, qui va nous les payer quand? Et toute cette angoisse-là, quand tu es délivré de ça, que tu as enfin ton solde de tout compte, que tu as ton attestation France Travail et que tu es payé, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller chercher un autre boulot, d'essayer d'en trouver un et de sortir de cette angoisse-là. Et le système judiciaire, c'est quand même une forme d'angoisse aussi pour les gens. Donc, faut avoir de l'énergie pour se battre. Et il faut avoir de l'énergie aussi, nous, avocats, pour donner l'espoir d'une justice dans ce contexte-là, quoi, tu vois. C'est dur aussi quand les gens, ils en ont chié, c'est-à-dire les mots un peu comme ça, pendant des mois, c'est compliqué d'avoir encore la foi, tu vois. C'est difficile. C'est difficile. Ouais, c'est extrêmement difficile d'avoir la foi dans ces conditions-là. On recevait la semaine dernière notamment Christophe Chirac et le syndicat Antigone, lui qui déplorait les 63 000 fermetures de petites entreprises. Je ne parle pas de gros groupes, je parle de petites entreprises. Quand on écoute, toi, ton analyse, ton témoignage en tant qu'avocate en droit du travail, on se dit que là, on est dans une situation, ça fait un moment qu'on le dit, on le sait, mais que cet effondrement économique que nous vivons aujourd'hui, il est absolument terrible parce que entre les entrepreneurs TPE et PME qui sont aussi des prolétaires, moi je pense que c'est des prolétaires, c'est des entrepreneurs prolétaires, vraiment du petit capital qui n'est pas un capital, et après, toi, les salariés que tu défends qui sont en train de se faire concasser, on vit franchement une période qui fait flipper concrètement, et on voit pas trop le bout, on voit pas trop d'horizon chantant avec des petits oiseaux qui gazouillent. Le bout, on doit le construire. Ouais. Toujours la même histoire. Il faut combattre. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a que ça. Il faut combattre en amont, avant, pendant, après. Et il faut continuer parce que si tu arrêtes d'avoir de l'espoir dans la lutte, de toute façon, ça passe par l'état de droit. Ça passe par la rue, mais la rue conduit à l'état de droit. On y revient toujours. Tu sais, ce qui fait la différence entre notre pays et d'autres, c'est l'état de droit. Et c'est l'état de droit. L'état de droit, il part d'où? Donc, il part de la rue et il part de la justice. Tu vois, c'est les deux, pour moi, c'est les deux points qui sont reliés de toute façon initialement et in fine. Parce que la justice rentre dans la rue et la rue rentre dans les salles d'audience. Tu vois ce que je veux dire? Et entre ces deux points-là de pression, il y a le législateur. Le législateur, il est évidemment qu'il y a la politique et qui on appelle législateur. Qui est le législateur à l'instant où nous parlons. Ça, évidemment que c'est très important. Mais qui que soit ce législateur, la pression d'un juge et la pression de la rue font que la législation peut évoluer. Et donc, c'est comme ça qu'on y arrive. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé de tout temps. On a tout construit avec l'état de droit. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, moi, c'est mon espérance d'avocat. Voilà. Si je ne crois pas en ça, je ne crois en rien. C'est-à-dire que même au moment où la législation n'est pas au plus mal, parce qu'attention, on va quand même aussi revenir dans une certaine raison. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Chine. Voilà, on est en France.
avec le capital législatif qui est le nôtre. Mais ça grignote. Ça grignote. Et ça grignote de plus en plus fort et de plus en plus loin. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Donc, il va falloir effectivement se battre pour récupérer ce qui a été grignoté. Voilà. Et ça se fait effectivement par la rue. Et ça se fait par le juge et par la justice. Voilà. Et effectivement, tu as raison. Espérons que le droit du travail se reconstruise petit à petit par le législateur, que le barème Macron manifestement soit enlevé, parce que je pense que moi c'est un véritable péril. C'est la porte ouverte. Vous l'avez très bien expliqué. Pour moi, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et espérons effectivement que nos législateurs, que nos politiques prendront en main ce problème. Mais pour l'instant, c'est assez improbable. Voilà. Mais en tout cas, on est content de t'avoir reçu, Alexandra. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Tocsin. Alexandra Dupuis, avocate au barreau de La Rochelle, avocate spécialisée en droit du travail. Et tu as d'ailleurs, il faut le dire, tu as défendu aussi pas mal de gilets jaunes pendant les grosses manifs gilets jaunes. Donc, tu en as beaucoup défendu aussi. Merci beaucoup, chère Alexandra. Je te souhaite une excellente journée, un bon week-end en tout cas. Oui, toi aussi.